Bonjour monsieur, Voilà. c'est utile. Voilà, en fait, c'est la première fois que je viens à Binche et j'aimerais bien visiter la ville. Est-ce que vous auriez un plan ou quelque chose comme ça Oui, pour me faciliter la tâche? Bien sûr, je vais vous donner un plan, un peu de documentation, mais je peux également vous proposer un audio guide. Nous avons deux versions, version adulte et enfant, et trois versions, français, néerlandais et anglais. En quelle langue souhaitez-vous? Une version française pour moi. D'accord. Ça ira. Voilà. Je peux vous demander 3 € s'il vous plaît, d'allocation de 3 € et une pièce d'identité. Comment ça marche? Voilà. Pareil. Voilà, donc le mode d'emploi se trouve sur donc, la face de l'audio guide. Vous voyez, donc vous devez appuyer sur play pour le mettre en marche. Et puis bon, vous commencez par le numéro 1 et puis jusqu'à la fin du circuit. Donc ça commence là juste devant le premier lutrin. Et pour cela, je vais vous donner ce support écrit qui reprend tous les textes qui se trouvent. Je vous ai dit une visite alors. Merci beaucoup. Voilà. Et je prépare la documentation pour tout à l'heure quand vous me rapporterez l'audio guide. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Binche, petite cité médiévale au cœur du centre en Hainaut, est beaucoup plus connue pour son folklore local que pour ses monuments historiques. Et pourtant, long de plus de 2 km et flanqué de 25 tours, ces remparts valent eux seuls le détour. Ce joyau de l'architecture médiévale et militaire s'inscrivent dans un cadre unique en Belgique. Mais commençons plutôt par le début. Imaginez un instant que Charles Quint, 450 ans après, soit à nouveau accueilli dans la cité hainouillère par sa sœur, Marie de Hongrie. Reconnaissez-vous ce chevalier? Comment ne pas le reconnaître? C'est Baudouin qui avait établi sa cour ici en 1182. C'est lui qui fit construire les remparts, n'est-ce pas? Oui, et il s'était entouré de plus de 200 chevaliers et 300 hommes d'armes. Oh, Charles, racontez-moi leur bataille. Il n'y en eut pas. Baudouin le courageux avait si bien fortifié la ville que les Brabançons renoncèrent à mettre Binche en état de siège. Hélas, je n'ai pas eu cette chance. Binche est né à l'aube du XIIe siècle. On a longtemps cru que c'était Baudouin III, comte de Hainaut, qui avait découvert ce promontoire rocheux et qui avait construit un premier donjon comtal. À vrai dire, on croit plutôt que c'est sa veuve Yolande de Gueldre qui, entre 1120 et 1125, va fonder une ville nouvelle. C'est pas une ville qui va se créer artificiellement, les habitants étaient déjà bien établis, simplement elle va, en accordant des privilèges et en réglementant un petit peu la vie de la cité, elle va réellement créer une cité nouvelle. En 1125, elle décède et c'est son fils, leur fils Baudouin III et elle qui héritent du pouvoir. Et donc, oui, on l'appelle Baudouin IV tout simplement. Et lui, à la demande des habitants, parce que, je vous répète, le bourg est prospère maintenant et les habitants craignent un petit peu pour leur prospérité, ils vont donc demander à faire construire une enceinte. Ce que le comte va accepter, trop content, tout en disant, ben voilà, vous voulez une enceinte, payez-la maintenant. Et on retrouve donc trace dans les comptes de l'époque du fait que ce sont bien les habitants de Binche qui ont payé leur enceinte. En revanche, en 1150, quand cette enceinte est terminée, lui a envie de se sentir chez lui aussi. Et donc, il va construire le premier château comtal. Ça, donc, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Il faudra attendre le XIIIe siècle et une autre dame, Jeanne de Constantinople, pour voir la ville s'agrandir. Et elle va acquérir des terrains dans le nord de la ville et de la sorte, tout doucement, petit à petit, l'enceinte va s'agrandir. Quelle est cette reine? Comment, mon frère? Vous ne reconnaissez pas la dame de Binche? Celle qui fit changer un vulgaire château médiéval en un magnifique palais de lumière? Celle qui, dès 1545, en fit dresser les plans par l'architecte montois Jacques Dubreux, puis réunit une élite de maçons, menuisiers, tailleurs de pierre, décorateurs, charpentiers, céramistes, jardiniers, peintres. Oui, j'ai compris. Celle qui aimait les beaux-arts, celle qui, jusqu'en 1548, mit toute sa volonté pour ériger une demeure digne de vous recevoir avec magnificence. Je vous ai dit que j'avais compris. Qui était-ce? Vous, ma sœur. Mais je vous trouve plus belle, en réalité.
Voilà, donc nous voilà devant les fameux vestiges du palais de Marie de Hongrie. C'est généralement ce qu'on dit, c'est ce qu'on pensait aussi. Et puis au fur et à mesure des fouilles, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Alors ici, ils nous ont fait un petit dessin pour qu'on se rende bien compte. Nous venons donc, vous voyez ici l'extension du 14e avec les canonnières du 15e, le mur du 12e, et vous voyez en réalité l'emplacement de la première enceinte. Hein. Elle venait simplement jusqu'ici, et puis elle repartait par là. Tout ce qui est orange est extension plus tardive. Pour savoir d'autres secrets, il faut appuyer sur Play. Le temps qui passe. Autrefois, le château dépassait de 10 mètres la hauteur de la muraille. Il aurait atteint la cime des arbres qui le remplacent aujourd'hui. Ensuite, Henri II a fait tant de trous dans les remparts qu'on a dû les colmater à la hâte avec des éléments en pierre travaillés. Le chemin de ronde est interrompu. Cette muraille est un livre ouvert où se retrouvent les témoignages de plusieurs époques. Du grès gris, du grès schisteux, du calcaire blanc, même des morceaux de briques pré-industrielles du XVIe siècle. Alors, donc un petit rappel, l'enceinte dans la première moitié du XIIe siècle, le château Comtal dans la deuxième moitié du XIIe siècle et le château Comtal, le voici. Il était principalement constitué, bien sûr comme dans tous les châteaux, d'une grande salle. Alors la grande salle, c'est là où on fait tout. Hein, on tient la justice, on rend la justice, on mange, parfois même on dort. Et puis, sortant de l'enceinte, ici la chapelle. Alors la chapelle, c'était important aussi de montrer donc à la fois la puissance militaire du comte, hein, avec son château, et puis la protection de Dieu sur le château, sur le comté, sur la ville. Et donc voilà pourquoi ces deux éléments sont là si proches. L'empereur Charles et le prince Philippe sont là. Que la fête commence. Une fête? Quelle fête? Je ne vois rien d'autre que vos soi-disant visiteurs armés d'étranges boîtes noires. Si, mon frère, laissez courir votre imagination. Vous êtes arrivé hier, le jeudi 22 août 1549, à la nuit tombante. Une salve d'artillerie salue votre entrée. Vous passez sur l'Arc de Triomphe. Les rues sont illuminées de torches. Les gens crient « Vive l'empereur !» Vous entrez à Binche comme César entra jadis à Rome. Vous saluez le peuple qui se presse dans les rues étroites pour saluer votre passage. Vous chevauchez fièrement sous une nuée d'acclamations. Le bruit de la foule est étourdissant. Encore quelques pas et vous serez à l'abri de cet enthousiasme dévorant. Allons, Charles, venez à ma rencontre. Laissez mes gens vous débarrasser de vos armes et bagages. Venez vous rafraîchir et vous reposer en ce palais construit tout spécialement pour vous accueillir. Venez vous préparer aux grandes festivités qui se prolongeront pendant 10 jours et 10 nuits. Sire, je vous invite au triomphe de Binche. Ah oui, je me souviens vaguement. Non, pas vaguement. Ce serait faire trop peu de cas de ces somptueuses fêtes. Je vais rafraîchir votre mémoire. Que commencent les joutes pédestres, les jeux chevaleresques. Demain, vous partirez à la chasse, mais soyez de retour pour le bal masqué, sinon vous risquez de ne pas me reconnaître. Ensuite, nous verrons le ballet. Nous simulerons une bataille à Marimont. Nous assisterons au tournoi équestre. Nous ferons ripaille dans la salle enchantée où nous dégusterons les mets les plus délicats. J'y suis! Je me souviens de tout! Ce banquet final résonne encore dans ma mémoire et dans mon ventre. J'y avais mangé plus que de raison. Que reste-t-il de tout cela à part cette fichue goutte qui me torture? Asseyez-vous, Charles. Il reste beaucoup de choses. On en revient un petit peu à l'histoire de ces triomphes de Binche et du pourquoi des triomphes. Donc pourquoi Binche déjà? Eh bien parce que donc en 1545, pour tous les services qu'elle a rendus à son frère, Marie de Hongrie reçoit Binche en apanage viager, c'est-à-dire quels que soient les revenus et les rentes de la ville de Binche. Donc elle avait tout intérêt à venir ici. Au cours de ces fêtes, ben voilà, on a les deux représentations, hein, on n'a pas grand-chose. Les soirées de la folle semaine des folles triomphes. Des folles triomphes de Binche de 1549. Hein.
Et bon, on pourrait décrire la scène, hein, si vous vous souvenez. En fait, donc c'est une série, hein, une semaine de joutes, de banquets. On alterne les joutes, les tournois, et puis le soir on banquette. Et puis un soir, bon, c'était bal. Vous reconnaissez peut-être. Hein, il faut peut-être bien se pencher. Mais on voit Charles Quint au centre. On voit Marie d'Hongrie avec les barbes de son bonnet. On voit Éléonore de France. Hein, c'était les trois frères et sœurs. Ils se suivaient. Ils étaient très proches les uns des autres, quoi. D'où les célèbres phrases Más bravas que las fiestas de Binche, ou rien n'est plus beau que les fêtes. Donc traduction, rien n'est plus beau que les fêtes de Binche. Et c'est resté certainement dans les mémoires. Dans le courant du XVIe siècle, par deux fois, les Français vont arriver. Première fois par vengeance. Alors notre ville a été pillée, elle a été incendiée. Ils ne sont pas restés très longtemps et le château a souffert. Il aurait encore pu fonctionner si en quelques années plus tard, en 1578, et pour d'autres raisons cette fois, hein, c'est-à-dire que Charles Quint abdiqué, nous sommes sous Philippe II, roi très catholique, qui imposait le duc d'Albe dans nos régions et en Flandre. Les Flamands principalement se révoltent contre cette mainmise du roi catholique sur eux, et ils vont se tourner vers le protestantisme, vers la réforme. Et donc, vous savez que le duc d'Albe les avait traités de gueux, et bien, puisque nous sommes des gueux, c'est ainsi qu'on nous appellerons désormais. Et donc, ils font appel au duc d'Alençon qui va venir les soutenir. Et donc, Binche, qui était quand même toujours fidèle au gouvernement en place, et bien, a vu de nouveau ses remparts assiégés. Et là, ça a fait mal. Sire, bienvenue au domaine des Gilles. Où sont-ils? Ils ne revêtent leur beau costume qu'au Mardi Gras. Ah, toutes les fêtes n'ont pas disparu? Au contraire, les Gilles continuent chaque année de se réunir dans les tavernes. Au carnaval, ils forment leur rondeau au pied du beffroi et de l'hôtel de ville. Vous parlez de la boucherie, qui servait également de maison de ville. C'était plutôt la maison de ville qui servait également de boucherie, mais qu'importe. Maintenant, c'est devenu l'hôtel de ville. Et où passait la petite enceinte? Au niveau du rétrécissement de la rue Notre-Dame. Voilà, donc nous sommes à présent dans la salle des mariages de la ville de Binche. Cette salle, la décoration murale de cette salle est consacrée à Marie d'Hongrie. Comme vous voyez sur les murs, le monogramme de cette reine. Alors, bon, on va regarder un petit peu ici le motif. Hein. Vous voyez principalement le M pour Marie, donc le monogramme reprenant les initiales des noms, prénoms ou titres de la personne à qui appartient le monogramme. Un M pour Marie. Dans le premier jambage du M, le R pour reine, puisqu'elle était reine de Hongrie. Et elle avait épousé un Louis II de Hongrie. Donc ce L dans le deuxième jambage, en effet, pour rappeler qu'elle avait épousé le roi Louis II de Hongrie. Un destin exceptionnel pour cette jeune femme, je veux dire fiancée à 16 ans, mariée à 20 et veuve à 22. Enfin, c'était un destin assez tragique. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de visiter la collégiale Saint-Ursmé, le musée international du carnaval et du masque, ainsi que la gare néo-gothique et son square. Peut-être dégusterez-vous sur la Grand Place une spécialité locale. Au plaisir de vous revoir bientôt à Binche.